Il y a des moments dans la vie où le rejet ne vient pas d'un étranger, ni même d'un rival, mais de la personne qui devrait être votre pilier, votre fondation inébranlable. Ce moment pour moi, Adèle Mercier, n'a pas eu lieu lors d'une dispute adolescente ou d'un désaccord financier banal. Non. Mon moment de rupture, ma véritable initiation à la douleur aiguë de la trahison, est survenue dans la magnificence glaciale du château de Varennes, le jour même où je devais prononcer mes vœux. J'étais là, dans cette suite nuptiale aux tapisseries sombres, les mains tremblantes non pas d'excitation, mais d'une anxiété qui me rongeait les entrailles, une angoisse qui n'avait rien à voir avec le oui imminent, mais tout avec le vide béant à mon bras. Mon père, Gérard Mercier, pilier de l'ancienne bourgeoisie lyonnaise, entrepreneur respecté, homme d'honneur aux yeux du monde, avait refusé. Il avait refusé de m'accompagner à l'hôtel. Un simple geste symbolique, mais dans notre monde, à Lyon, la capitale de la gastronomie et de l'élégance discrète, un tel refus était un anathème, un jugement public, une sentence prononcée devant 200 invités triés sur le volet. Si vous avez déjà ressenti le poids d'une attente familiale qui vous étouffe, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir comment j'ai transformé ce rejet en ma plus grande victoire. Je vous promets que la vérité derrière cette robe de mariée vaut bien plus que l'or. Mon père avait toujours été obsédé par la lignée, par l'apparence, par la pureté de notre nom. Notre fortune, bien que modeste comparée à certains titans nationaux, reposait sur une tradition séculaire dans l'industrie de la soie, un tissu qui a fait la gloire de Lyon. Pour Gérard, chaque mariage n'était pas l'union de 2 cœurs, mais l'alliance de 2 bilans, le renforcement de 2 blasons. Or, Julien, mon fiancé, n'avait ni blason, ni bilan. Il était professeur de philosophie dans une petite université locale. Un homme dont la richesse résidait dans l'esprit, et non dans le portefeuille. Mon père avait mis en scène un mélodrame que même la comédie française n'aurait osé monter. Des tentatives d'intimidation subtiles, des chèques glissés avec mépris, et finalement, ce refus, froid et définitif, envoyé par un simple SMS la veille au soir. Le message tenait en 3 mots. « Je ne viendrai pas ». 3 mots qui avaient dynamité des années de travail pour maintenir une illusion de lien familial. Ma mère, Héloïse, femme douce mais soumise à la tyrannie sociale de Gérard, pleurait dans le salon adjacent, incapable de prendre mon parti, prisonnière elle aussi de cette cage dorée lyonnaise qu'était notre réputation. La ville de Lyon, avec ses traboules secrètes et ses moucharabiers discrets, est une ville qui excelle dans l'art de cacher ses secrets, tout en jugeant avec acuité. Les invités, des figures importantes de la presqu'île et des brotteaux, devaient déjà murmurer derrière leur coupe de champagne. Ma sœur, Céleste, la fille en or, mariée à un avocat d'affaires parisien que mon père vénérait, m'avait regardée avec une pitié condescendante, un regard qui disait « Tu aurais dû écouter papa ». Mais je savais qu'il y avait plus à cette histoire qu'une simple mésalliance sociale. Il y avait une blessure ancienne dans l'âme de mon père, une cicatrice qu'il tentait de cacher sous une carapace de respectabilité, une blessure liée à un frère, François, un homme qu'on n'avait plus le droit de nommer à table depuis près de 20 ans. C'était cet homme, ce fantôme familial, qui était la clé de tout, l'architecte invisible de ce jour de vengeance. Je m'assurais que chaque détail de la robe de soie, cette soie lyonnaise que ma famille avait honorée pendant des générations, contrastait avec le vide de la cérémonie. Le tissu était lourd, somptueux, un travail d'artisanat que mon père lui-même aurait dû admirer, mais au lieu de cela, il préférait le mépris. Le château de Varennes, avec ses pierres de taille datant de la Renaissance, était l'endroit parfait pour ce drame. Il représentait l'ancien monde auquel mon père s'accrochait désespérément, un monde de conventions et de titres. L'allée centrale, longue et intimidante, m'attendait. C'était le chemin que j'avais toujours imaginé parcourir avec mon père, symbolisant son acceptation, sa bénédiction. Aujourd'hui, cette allée était devenue un champ de bataille, une piste de jugement. Je me souvins de la fois où mon père avait refusé de financer mes études d'histoire de l'art, les jugeant futiles et sans avenir lucratif. Il avait insisté pour que j'étudie le commerce international, un domaine où Céleste excellait. Mais j'avais persisté, finançant mes propres études avec des petits boulots, travaillant tard le soir à la bibliothèque municipale de Lyon. Cette indépendance, cette résistance silencieuse, n'avait fait qu'enrager mon père. Il ne pouvait pas contrôler mon cœur ni mon esprit, et cela, pour lui, était le plus grand des affronts. Il voyait Julien non pas comme un homme,
mais comme le symbole de mon refus de me plier à sa volonté. Mon choix de Julien était ma déclaration d'indépendance, et son refus de marcher avec moi était sa déclaration de guerre. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que depuis des mois, j'avais préparé ma réponse. Une réponse qui impliquerait un dénouement beaucoup plus complexe. Une symphonie de révélations dont il n'était pas le chef d'orchestre. Mon cœur battait la mesure d'un tambour sourd. Ce n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le prélude d'une pièce où le rôle du bourreau allait rapidement changer de main. Je me tenais devant le miroir, et mon reflet me renvoyait l'image d'une femme à la fois brisée et indomptable. Le secret que je portais était plus lourd que ma traîne de soie, et il allait bientôt exploser. L'air était chargé d'électricité, non pas de l'amour conventionnel d'un mariage, mais de l'acier froid d'une confrontation imminente. Grandir dans la famille Mercier, c'était vivre dans une vitrine luxueuse et impeccablement entretenue. Notre appartement sur le quai Saint-Antoine offrait une vue imprenable sur la Saône. Mais la véritable vue était celle que nous devions projeter, une image d'excellence, de tradition sans faille, de grande bourgeoisie lyonnaise. Mon père, Gérard, ne gérait pas seulement l'entreprise familiale de Soiry. Il gérait notre réputation comme un maître horloger gère les mécanismes les plus fins. Chaque décision, chaque parole, chaque invité à dîner était calculé pour maintenir cette façade. Je me souviens des interminables dîners formels où je devais rester silencieuse, écoutant les conversations d'affaires, les critiques acerbes des choix de vie des autres familles et les éloges de la réussite de ma sœur, Céleste. Elle, l'aînée, était le modèle parfait. Diplômée d'HEC, mariée à un avocat d'affaires de la haute société parisienne, elle avait tout ce que mon père considérait comme la validation ultime de son héritage. Céleste était son chef-d'œuvre, l'incarnation de l'ambition non diluée. Et puis il y avait moi, Adèle, la cadette, toujours dans l'ombre, toujours jugée trop rêveuse, trop artistique, pas assez pragmatique. Mon crime, avoir préféré l'histoire de l'art à la finance, l'authenticité à l'apparat, et surtout, avoir choisi l'amour plutôt que l'arrangement. Mon père avait une obsession pour la transmission de la dignité, un mot qu'il utilisait sans cesse, mais dont il avait perverti le sens. Pour lui, la dignité était synonyme de pouvoir social. Il n'y avait de place ni pour la faiblesse, ni pour la passion pure. L'entreprise de Soiry, Tissu Mercier, était son temple, et l'idée que son nom puisse être associé à un simple professeur de philosophie comme Julien était une profanation. Il ne comprenait pas que ma résistance était le véritable héritage de mon grand-père maternel, un homme qui avait toujours préféré les artisans aux banquiers, les histoires aux chiffres, ce grand-père que mon père avait mis à l'écart de l'entreprise il y a longtemps, justement parce qu'il était trop passionné, trop humain. Mon père portait le costume taillé sur mesure de l'homme d'affaires respecté. Mais dessous, je savais qu'il y avait un petit homme rongé par l'insécurité, cherchant désespérément la validation de ses pairs. Son rejet de Julien, et par extension de moi, n'était qu'une tentative désespérée de contrôler le dernier pan de sa vie qu'il voyait lui échapper. Il croyait que, s'il ne cautionnait pas le mariage, il pouvait encore sauver la face devant le tout lion. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que j'avais aussi mes propres secrets, des alliances forgées loin de ses yeux inquisiteurs. Le plus grand d'entre eux était ma relation clandestine avec son frère, François, mon oncle François, la véritable bête noire de mon père. François avait quitté la famille 20 ans auparavant, après une violente dispute d'affaires. Il était parti sans un sou et avait juré de ne jamais revenir. Le motif exact de leur brouille était un mystère enveloppé de honte et de non-dit, une histoire de trahison financière et d'un projet de restauration d'un domaine viticole dans le Beaujolais que mon père avait saboté. Mon père l'avait toujours dépeint comme le mouton noir, l'aventurier irresponsable. Mais la vérité, que j'avais découverte au fil des ans, c'était que François était parti avec son honneur intact, tandis que mon père avait gagné l'argent mais perdu son âme. François n'avait pas échoué. Il était devenu l'un des chefs cuisiniers français les plus acclamés, une étoile mondiale. Mais il avait délibérément choisi de vivre à l'étranger, loin de l'hypocrisie lyonnaise. Il avait transformé sa passion pour le Beaujolais en une chaîne de restaurants primés de Los Angeles à Tokyo. L'ironie était que mon père respectait la réussite financière, mais il ne pouvait supporter la réussite de François parce qu'elle était basée sur un talent brut et une passion qu'il avait toujours méprisée. Le refus de mon père de m'accompagner à l'hôtel était le point culminant de cette jalousie refoulée. En m'épousant,
Julien m'offrait un chemin vers l'honnêteté, loin de l'héritage toxique des Mercier. Et pour mon père, cela signifiait que je choisissais la pauvreté de l'âme à la richesse des apparences. Il ne pouvait pas tolérer que sa fille soit heureuse en dehors de ses règles. C'est pourquoi j'avais préparé ma réponse avec la minutie d'une horlogère suisse, et non d'une historienne de l'art. Je ne cherchais pas à le punir, mais à lui montrer le prix réel de la dignité, et à le forcer à regarder le fantôme de son passé en face. Le temps s'écoulait lentement dans cette suite de châteaux. La lourde porte en chêne massif semblait se moquer de ma solitude. Ma mère avait fait une brève apparition, le visage ravagé par les larmes et l'impuissance. Elle m'avait serré dans ses bras en murmurant des excuses inaudibles, des phrases qui n'excusaient personne, mais qui me montraient à quel point son silence était sa prison. Je savais que si je me contentais de marcher seule, mon père gagnerait. Son refus deviendrait l'histoire que l'on raconterait à Lyon, la preuve de ma déchéance sociale. Mais la victoire n'irait pas à celui qui inflige la plus grande douleur, mais à celui qui révèle la plus grande vérité. Et la vérité, dans l'univers froid de Gérard Mercier, était que la véritable force n'était pas dans le pouvoir de rejeter, mais dans le pouvoir de créer de nouvelles alliances, même avec les fantômes que l'on avait bannis. La tradition Mercier était tissée de soie, mais mon père allait découvrir que ma propre robe était tissée de fils d'acier. Mon cœur, malgré la douleur lancinante, était empli d'une détermination froide. J'étais sur le point d'entrer en scène, non pas comme la victime délaissée, mais comme l'héroïne d'une pièce que j'avais écrite moi-même. Mon père pensait que le mariage était annulé par son absence. Il se trompait. Le mariage allait avoir lieu, mais il serait le théâtre de sa propre confrontation avec les conséquences de ses choix passés. Ce n'était pas un simple mariage qui allait commencer. C'était l'heure des comptes, orchestrée par celle qu'il avait toujours considérée comme sa faible et ingénue cadette. L'atmosphère était saturée du parfum des lys et de la trahison. Julien, mon amour, était la véritable antithèse du monde de Gérard Mercier. Tandis que mon père voyait le monde à travers le prisme de la valeur boursière et des connexions influentes, Julien ne voyait que la valeur intrinsèque des idées et des individus. Il enseignait à l'université Lumière, non loin de la place Bellecour, et sa passion pour Spinoza et Camus était une hérésie aux yeux de mon père, qui considérait la philosophie comme un passe-temps pour les gens sans ambition. Notre rencontre, loin des cercles sociaux guindés de Lyon, avait eu lieu lors d'une exposition d'art contemporain dans le quartier de la Confluence. Julien ne connaissait pas mon nom de famille, et pendant les premiers mois, il ne savait rien de l'empire de la soie ou des dîners formels. Il me voyait, moi, Adèle, la jeune femme passionnée par les œuvres d'art qui osait argumenter sur la perspective du temps dans les natures mortes. C'était la première fois que j'étais aimée pour moi, sans l'ombre encombrante de l'héritage Mercier. Mon père avait rapidement découvert la vérité, et la réaction avait été volcanique. « Un professeur ? Un homme qui vit d'idées ?» avait-il hurlé, ses joues en prenant la couleur rubis du vin de Bourgogne. « Tu déshonores tout ce que notre famille a construit. » Pour lui, la vraie trahison n'était pas le manque d'argent de Julien, mais son manque d'intérêt pour son monde, ses règles. C'était un rejet de l'autorité de Gérard, et c'était impardonnable. Céleste, ma sœur, l'avait soutenu, bien sûr, avec ses sourires pincés et ses conseils empoisonnés sur la réalité économique. Mais mon secret, ma véritable arme, était l'oncle François. Je l'avais recontacté il y a 5 ans, lors d'un voyage de recherche à Tokyo, où il possédait l'un de ses restaurants étoilés. Je l'avais trouvé, non pas comme l'aventurier irresponsable décrit par mon père, mais comme un homme d'une sagesse profonde, un artiste obsédé par la qualité et la tradition culinaire française, un peu comme mon grand-père l'était avec la soie. François, le grand chef cuisinier, avait réussi là où mon père n'avait que maintenu. Il avait bâti son propre empire, non pas sur la peur ou l'héritage, mais sur le talent et le respect du produit. Il écoutait mes histoires sur la tyrannie émotionnelle de mon père avec une tristesse résignée. C'est lui qui m'avait révélé les détails de l'ancienne dispute. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait du château de Varennes. Il y a 20 ans, Gérard et François avaient hérité d'une petite somme. Gérard avait investi dans Tissu Mercier. François avait voulu acheter le château de Varennes, le restaurer et en faire un hôtel-restaurant gastronomique. C'était un rêve qui aurait honoré la mère de François, ma grand-mère, une femme qui aimait la terre et la grande cuisine. Gérard, jaloux et méfiant,
avait réussi à racheter les parts de François pour une somme dérisoire, ruinant le projet. Il avait ensuite loué le château pour des événements, des mariages, conservant le bien immobilier sans jamais lui donner la noblesse qu'il méritait. C'est la trahison originelle. Le château, notre lieu de mariage, était le symbole de la victoire de Gérard sur son frère, et par extension, sur toute forme de passion véritable. Je me mariais sur le lieu de la première trahison, et mon père s'apprêtait à commettre la seconde en me rejetant. Mais ce que mon père ignorait, c'est que François avait réussi à l'étranger. En silence, et avec une fortune bien supérieure à celle des Mercier, il avait suivi l'évolution du château. Il y a 1 an, la crise financière et la mauvaise gestion avaient contraint mon père à mettre le château en vente secrètement. François l'avait racheté. Il avait attendu, patienté. La transaction avait été finalisée 3 mois avant le mariage. Une vente signée sous le nom d'une société holding néo-zélandaise. Mon père, obsédé par l'idée de sauver sa réputation et de finaliser la vente pour consolider ses fonds, n'avait pas vérifié les détails. Il avait vendu son trophée à la personne même qu'il avait volé 2 décennies auparavant. Et l'ironie suprême, mon père m'avait autorisé à organiser le mariage au château contre la volonté du nouveau propriétaire, sans savoir que le nouveau propriétaire était son propre frère banni, mon oncle François, et que j'étais dans la confidence. Cette alliance secrète était mon pouvoir. Je n'avais pas besoin de la bénédiction de mon père. J'avais la bénédiction de l'homme qui l'avait trahi et l'arme de ma propre vengeance. Le refus de mon père de marcher avec moi n'était pas une annulation de la fête, mais l'activation du piège que nous avions méticuleusement préparé. C'était le moment où l'acteur principal se retire, ignorant que la scène est sur le point d'être volée par le personnage qu'il a méprisé. La veille du mariage, le silence autour de moi était plus assourdissant que n'importe quel cri. J'étais seule dans la suite nuptiale, drapée dans l'ombre portée des lourds rideaux. Les essayages de ma robe, faits avec des couturiers lyonnais réputés, avaient été remplis d'un faux semblant de joie. Mon père avait assisté à la dernière retouche, le visage figé dans un masque d'ennui, comme s'il assistait à une corvée fiscale. Il m'avait regardé, non pas avec affection, mais avec une évaluation froide de la dépense. Le coup de grâce est arrivé à 20h17. Un simple ping sur mon téléphone. Le SMS de mon père. Je ne viendrai pas. Mon emploi du temps ne me permet pas cette mascarade. Tu devras t'en passer. Gérard. Le ton, impersonnel, autoritaire, comme un ordre donné à un subordonné, était le reflet parfait de notre relation. Il ne prenait même pas la peine d'utiliser une excuse élaborée. C'était un geste de pure domination, un pied de nez à Julien et à moi. Le choc ne fut pas l'information elle-même, car je savais qu'il était capable de cela, mais la brutalité et le manque de respect total pour le jour que j'avais attendu toute ma vie. C'était un acte d'agression publique qui me laissait sans défense devant le jugement du monde. J'avais des larmes, oui, mais des larmes de colère froide, de rage bouillante. Mon père avait rendu notre conflit intime et douloureux, public et honteux. Il avait délibérément choisi de me donner un statut d'enfant abandonné devant le tout-lion. C'était le moment que François et moi attendions. J'ai immédiatement envoyé un message codé à mon oncle, qui était déjà arrivé à Lyon en secret et logé dans un hôtel discret près du parc de la Tête d'Or. Le message était simple. Le rideau est levé. Il savait ce que cela signifiait. Le plan, méticuleusement élaboré au cours des derniers mois, était enclenché. Le plan était double. D'abord, une humiliation publique pour mon père. La seule monnaie qu'il comprenne. Ensuite, la révélation de l'acquisition du château, transformant l'événement en un acte de fondation, redonnant à ce lieu la noblesse qu'il méritait. Mon père avait pensé que son absence était l'arme ultime. Il allait découvrir que mon bras d'honneur était le bras de son frère. La nuit a été longue. Je n'ai pas pleuré. J'ai planifié. J'ai passé en revue les détails avec Julien, qui, bien que blessé par le rejet de son futur beau-père, était un roc de soutien et d'enthousiasme pour la contre-attaque. Julien était au courant du plan. Il comprenait que notre mariage ne serait pas seulement une union, mais une déclaration d'indépendance. Ma mère, Héloïse, avait passé la nuit à m'appeler. Je ne répondais pas. Son silence de complice pendant toutes ces années m'avait fait plus mal que les actions directes de mon père. Elle avait préféré le confort de l'apparat à l'amour de sa fille. L'incitation à l'incident n'était pas seulement le refus d'accompagner, c'était le refus de m'aimer pour qui j'étais, et cette dernière gifle était la goutte de trop. J'ai repensé à toutes les fois où mon père m'avait ignorée. La remise de mes diplômes d'histoire de l'art,
les vernissages de mes expositions, toujours jugés peu sérieux. La dernière fois, il m'avait dit en face que je ne serais jamais digne du nom Mercier. Cette phrase avait résonné dans mon esprit comme un écho funeste. Mais la dignité, pour mon père, était une chose que l'on héritait. Pour moi, c'était quelque chose que l'on gagnait. J'allais lui montrer à quel point il se trompait. L'allée du château de Varennes n'allait pas seulement mener à Julien, elle allait mener à la fin de l'ère Mercier, telle que mon père l'avait conçue. L'appel à mon oncle François n'avait pas été une supplication, mais une invitation stratégique. Lorsque je l'ai joint, sa voix grave, teintée d'un accent qui avait pris des nuances californiennes et japonaises au fil des ans, m'avait répondu avec une immédiateté qui trahissait une attente silencieuse. Je lui avais tout raconté. Mon amour pour Julien, le mépris de mon père, et l'annonce du mariage au château de Varennes, le lieu même de leur ancienne querelle. J'avais terminé en lui demandant non pas de l'argent, mais son aide pour une vengeance d'une nature toute différente. Il avait ri, un rire profond et mélancolique. Adèle, la vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Mais le mien a mijoté pendant 20 ans. Il est temps de le servir. C'est là qu'il m'avait révélé son grand secret. Mon oncle n'était pas seulement un chef mondialement reconnu. Il était un homme d'affaires redoutable, gérant un empire de la restauration qui générait des profits bien supérieurs au tissu Mercier de mon père, une entreprise vieillissante dans un marché de la soie en difficulté. Mon oncle avait discrètement racheté la dette du château de Varennes. La société holding néo-zélandaise, l'héritage retrouvé, n'était qu'un paravent. Il était le propriétaire. Mon père, dans son empressement à liquider un actif qui lui causait des soucis de trésorerie, n'avait pas pris le temps de regarder derrière le rideau de fumée des avocats d'affaires. Il avait signé l'acte de vente à son propre frère, sans le savoir. La trahison était complète. Gérard avait volé le rêve de François il y a 20 ans, et François, sans un mot, venait de racheter l'objet de cette trahison. La beauté de cette manœuvre résidait dans son absence totale de malice visible. Mon oncle n'avait jamais cherché à ruiner son frère, seulement à récupérer son honneur et à montrer que la vraie réussite ne se construit pas sur le mensonge. Notre plan était simple. François arriverait au château juste avant la cérémonie. Il devait se faire discret, se fondre dans le décor. Lorsque mon père enverrait son refus final, le plan B serait activé. François deviendrait l'homme qui m'accompagnerait à l'autel. La signification de ce geste était colossale. Non seulement j'aurais un homme à mon bras, mais cet homme serait le frère banni de mon père, le fantôme de son échec moral. Le choc pour Gérard, déjà en marge de l'événement, serait un électrochoc public, une punition qu'il ne pourrait jamais ignorer. Nous avions coordonné le changement de musique. Au lieu de la marche nuptiale classique, une œuvre peu connue de Satie, choisie pour sa mélancolie et sa gravité, serait jouée. François, en sa qualité de nouveau propriétaire, aurait l'autorité absolue sur le domaine. Il pourrait faire ce qu'il voulait. J'avais besoin de sa présence pour 2 raisons. La première était la vindicte, la nécessité de montrer que je n'étais pas seule et que la lignée Mercier avait d'autres piliers que mon père. La seconde était la révélation de l'acte final, l'apogée de notre plan qui ferait basculer la vengeance en un acte de création, l'ultime pas vers une forme de pardon que je ne pouvais même pas imaginer. François m'avait tout de suite comprise. Il ne cherchait plus à blesser, mais à éduquer. Il voulait montrer à son frère que l'honneur se regagne en construisant, non en détruisant. Il était l'incarnation d'une réussite basée sur la passion française pour l'excellence. Une réussite qui avait échappé à mon père. Mon oncle, avec son sourire de chef fatigué mais lumineux, m'avait dit « Tu m'as appris qu'on peut toujours planter de nouvelles vignes, Adèle, et les récoltes seront meilleures que les anciennes. » Cette conversation avait cimenté notre alliance. Dans les heures qui précédèrent la cérémonie, alors que je m'enveloppais dans ma robe de soie lyonnaise, chaque perle, chaque pli du tissu me rappelait la complexité de l'héritage Mercier. Mon père pensait que la soie était synonyme de pouvoir. J'allais lui montrer qu'elle pouvait être synonyme de rédemption ou de jugement. L'arrivée de François était imminente. Et avec elle, la confrontation que mon père avait fuie depuis 20 ans. Le mariage n'était plus un simple événement. C'était le lieu du règlement de compte, un duel d'honneur sans épée. Le château de Varennes, avec ses douves asséchées et ses tours de pierre grise, était la quintessence de l'histoire française, mais aussi de l'opportunisme familial. Mon père l'avait loué des années durant pour les réceptions les plus sélectes de Lyon, fier d'y asseoir sa réputation. Il ne voyait dans ces vieilles pierres qu'un levier financier.
C'est là, dans les archives départementales, que j'avais découvert le détail de l'ancienne transaction entre Gérard et François. Un document de cession de parts, rédigé par un notaire complaisant, qui avait contraint François à vendre à un prix ridicule. C'était la preuve d'une manœuvre illégale, certes prescrite, mais moralement accablante. Mon père avait volé le rêve de son frère, le rêve de créer un lieu d'excellence culinaire et viticole dans cette région. J'avais ces photocopies avec moi, pliées dans la pochette de ma robe, au cas où. Mais le vrai piège, la dépouille, comme nous l'appelions, était la vente récente du château à la société holding. Le prix de vente était une somme astronomique que mon père, avec ses fonds, avait hâte d'encaisser pour couvrir d'autres dettes de son entreprise de soierie en déclin. Il était dans une situation financière plus précaire qu'il ne le laissait paraître, obsédé par le maintien de l'apparence à tout prix. Il avait vendu le château pour sauver les apparences de Tissu Mercier, son véritable dieu. Mon oncle François avait tout coordonné depuis Tokyo. Il avait utilisé un réseau d'avocats et de comptables discrets. La vente était légale, mais l'acheteur réel restait masqué. Mon père pensait avoir finalisé la vente à un conglomérat étranger. Il ne savait pas qu'il avait échangé son trophée contre la révélation de sa propre vanité. Quelques heures avant la cérémonie, alors que le soleil se couchait sur les vignobles du Beaujolais, François m'a envoyé un dernier message vocal, sa voix pleine d'émotion. « Adèle, je suis dans l'aile ouest. J'ai vu ton père. Il est au bar, parlant fort, expliquant aux quelques invités que ton mariage est une faute de goût et que son absence est un acte nécessaire de préservation de l'honneur Mercier. Il est dans l'autodestruction. Il ne me connaît pas. Il ne m'a pas vu depuis 20 ans. Il est temps. Le piège n'était pas financier. Il était émotionnel. La plus grande peur de mon père n'était pas la faillite. C'était la perte de son statut social. Le voir se faire remplacer à l'hôtel par son frère banni, en ce lieu même où il avait commis sa première grande trahison, serait une déflagration d'une puissance inouïe. La vengeance n'était qu'une étape pour ouvrir les yeux de mon père, pour qu'il comprenne que son refus n'était pas un acte de force, mais le symptôme d'une maladie de l'âme. La deuxième partie du plan, que nous ne pouvions révéler qu'après la cérémonie, était la véritable clé de voûte. Une surprise fascinante qui transformerait l'acte de vengeance en un acte de création. Une sorte d'hommage à l'héritage de ma grand-mère. Mon oncle François ne rachetait pas le château pour le punir, mais pour lui donner une nouvelle vie, celle qu'il n'avait jamais pu avoir. Et c'est cette nouvelle vie qui allait finalement forcer mon père à baisser sa garde. Pendant ces quelques minutes de tension extrême, seule dans ma robe de soie, je me suis concentrée sur Julien. C'était lui, le prix de ma victoire, la raison de ma rébellion. Le château de Varennes n'était plus qu'un plateau de théâtre, et les invités, les témoins involontaires d'un drame familial qui avait mis 20 ans à éclore. J'ai senti le poids de l'histoire sur mes épaules, mais aussi la force de la détermination. Mon cœur, habituellement si sensible, était devenu une machine froide et précise, prête à exécuter la dernière phase de l'opération. Mon père, en refusant de me donner son bras, avait choisi la honte. Mon oncle, en m'offrant le sien, allait rétablir la dignité, mais pas celle que mon père attendait. L'heure fatidique approchait. Les cloches de l'ancienne chapelle du château de Varennes se mirent à sonner. Un son lourd et solennel. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'odeur du vieux bois et de la cire d'abeille. La cérémonie devait se dérouler dans la cour d'honneur, un lieu majestueux mais exposé. Ma mère, Héloïse, avait finalement osé me rejoindre. Le visage pâle. Elle a tenté une dernière fois de me dissuader. « Adèle, ton père, il a des ennuis. Ne fais pas ça. Cela va le briser publiquement. » Elle ne comprenait toujours pas. Il était déjà brisé. Il s'était brisé lui-même. Sa seule préoccupation était la survie de leur façade. J'ai ignoré sa supplique, mon regard fixé sur l'ouverture de la grande porte en fer forgé. Le maître de cérémonie a annoncé le début de l'entrée. Les portes se sont ouvertes avec un grincement théâtral, et le silence est tombé sur l'assemblée. J'ai aperçu mon père, Gérard, assis au premier rang, seul dans l'espace réservé au chef de famille. Il était là, mais son absence était plus criante que s'il était resté chez lui. Il avait choisi d'être un témoin silencieux de ma chute. Son visage était sombre, un mélange de fierté blessée et de mépris. J'ai commencé à marcher, seule, ma traîne de soie glissant sur les dalles de pierre. La marche était lente, le regard droit. J'ai senti les murmures s'élever,
des chuchotements de pitié et de jugement. Ma solitude était le point focal de la honte qu'il m'infligeait. C'était le moment le plus dur. La musique de Satie, mélancolique et dérangeante, amplifiait le drame. J'ai parcouru un tiers du chemin, sentant la chaleur des regards. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était un glaive d'acier. Et puis, la musique s'est brutalement arrêtée. Un silence total. La rupture était intentionnelle. Une pause dramatique. La signature de mon oncle François. Mon père, de sa place, a froncé les sourcils. Exaspéré par cette faute de protocole, il a murmuré quelque chose à ma mère, agacé par cette interruption. C'est à ce moment précis que la grande porte de l'aile ouest, celle qui menait aux cuisines du château, s'est ouverte. L'air s'est rempli d'une nouvelle musique, vibrante, une fanfare d'instruments traditionnels lyonnais, une traboule musicale. Et là est apparu l'homme, mon oncle François, 50 ans passés, cheveux grisonnants mais impeccablement coiffés, vêtu d'un smoking taillé sur mesure. Il n'était pas un homme d'affaires, il était un artiste. Il a marché calmement jusqu'à moi, son regard se posant sur le visage livide de son frère. Mon père a d'abord pâli, l'incrédulité gravée sur ses traits. Puis, la colère, une rougeur violente qui a envahi son cou. Il a voulu se lever, protester, mais la foule, stupéfaite, le retenait silencieusement. L'arrivée de François était si inattendue, si majestueuse, qu'elle a annihilé toute tentative de résistance. François s'est tenu à mes côtés, a pris mon bras avec une tendresse que je n'avais jamais connue de mon père. Il m'a regardé avec une fierté immense. Et puis, face à la foule, sans un mot, il a repris la marche, m'accompagnant vers Julien. L'assemblée n'était plus en train de me juger. Elle était en train d'assister à une légende familiale en direct. Le refus de mon père s'était transformé en son plus grand échec. Il avait été remplacé par l'homme qui l'avait volé, sur le lieu même de son crime, et devant les témoins qu'il tentait le plus d'impressionner. Le bras de mon oncle n'était pas seulement un soutien. C'était un acte de défiance, une révélation publique de l'existence de cet homme banni. Mon père n'avait pas vu qui m'attendait. Et maintenant, il était trop tard. Il regardait son honneur s'effondrer comme un château de cartes. Le moment où François m'a remise à Julien fut le point culminant de ma vie. Mon oncle a serré mon fiancé dans ses bras, murmura quelques mots que je n'ai pas entendus, mais dont la sincérité résonnait dans toute la cour d'honneur. La cérémonie a repris, mais l'atmosphère avait changé. L'énergie n'était plus à la pitié, mais à la fascination. Mon père, figé, était devenu une statue de cire, sa fureur contenue le rendant presque transparent. Il avait perdu sa place de chef de famille, éclipsé par le retour spectaculaire du frère qu'il croyait avoir anéanti. Le cocktail qui a suivi fut un balai de curiosité. Les invités ignoraient mon père et se précipitaient vers François. « Chef Dubois, quel honneur de vous revoir à Lyon. » Mon oncle, avec son élégance naturelle, expliquait simplement qu'il était venu soutenir sa nièce, la seule personne de la famille à avoir eu le courage de le contacter. Il ne mentionnait pas le château, pas encore. Il laissait mon père mijoter dans son propre jus d'amertume et de confusion. La révélation du véritable coup de maître est venue lors du dîner de gala, une affaire somptueuse organisée dans la salle des festins du château. Mon père, visiblement ébranlé, avait tenté de boire l'affront. Il m'a finalement abordé, le visage congestionné. « Tu as planifié ça, Adèle. C'est une vengeance mesquine. Tu me traites de la même manière que tu traites ton fiancé, avec mépris pour ce que je représente. » Il se voyait encore comme la victime. C'était l'ouverture que j'attendais. J'ai pris le microphone, non pas pour un toast conventionnel, mais pour le véritable discours du mariage. J'ai parlé de l'amour de Julien, bien sûr, mais aussi de l'héritage de ma grand-mère, une femme qui aimait la bonne cuisine et les projets audacieux. Et puis, j'ai regardé mon père, et j'ai annoncé la nouvelle qui a fait basculer la soirée. Je suis ravie que nous puissions célébrer notre union au château de Varennes. Ce lieu, cher à ma famille, a récemment changé de propriétaire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'annoncer que mon oncle, François Dubois, m'a vendu ce domaine. La foule était stupéfaite. Les invités se sont tournés vers mon père, qui venait de comprendre que le conglomérat néo-zélandais n'était qu'un faux-né. Il avait vendu son trophée à son ennemi juré, et c'était moi, sa fille reniée, qui officialisait la transaction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ai-je poursuivi, ma voix ferme. Le château de Varennes ne sera pas un hôtel.
Julien et moi allons le transformer en une école de haute cuisine et d'art culinaire. Une école qui portera le nom de ma grand-mère, Élise Mercier. La surprise était totale. L'acte de vengeance suprême de mon oncle et moi était en réalité un acte de création. Nous n'avions pas racheté le château pour le détruire, mais pour lui donner le rêve qu'il avait toujours eu, celui d'honorer la culture française de l'excellence, un rêve que mon père avait volé. Mon père est resté silencieux, son visage reflétant une défaite totale. Il n'était plus en colère, il était vidé. Il a vu que ma vengeance n'était pas un acte de haine, mais la construction d'un nouveau futur sur les cendres de son passé. Il a vu que je choisissais la passion et la dignité véritable, plutôt que l'argent facile. Ce n'était pas la fin d'une guerre, mais le début d'une nouvelle ère. Le silence qui a suivi mon annonce dans la salle des festins était plus éloquent que n'importe quel tonnerre d'applaudissements. Céleste, ma sœur, a lâché sa coupe de champagne. Ma mère a pleuré de soulagement, non pas de honte, mais parce que, pour la première fois en 20 ans, la vérité était sortie et un poids s'était levé. Mon père, Gérard, n'a pas explosé. Il s'est levé lentement, les yeux fixés sur moi. J'ai cru qu'il allait crier, me maudire. Au lieu de cela, il a fait l'impensable. Il a contourné la table, est passé devant François, qu'il a évité du regard, et s'est arrêté devant moi. Il n'a rien dit. Il a juste pris ma main, la serrant fermement, et l'a embrassée. C'était son acte de défaite, son acceptation silencieuse du jugement. Ce baiser sur la main valait 1000 excuses publiques. Il ne demandait pas pardon. Il reconnaissait ma victoire morale. Ce n'était pas une capitulation devant ma force financière, mais devant mon courage de choisir la noblesse de l'acte, plutôt que la mesquinerie de la vengeance. J'ai senti la chaleur de ses larmes sur ma peau. L'école, l'atelier Élise Mercier, était notre véritable œuvre de changement de vie. Elle allait redonner au château de Varennes une nouvelle âme, ancrée dans la culture gastronomique lyonnaise. J'ai regardé Julien. Il souriait, fier de cette vengeance transformée en acte de création. Mon oncle François, ému, a levé son verre depuis le fond de la salle, un geste qui signifiait que leur vieille blessure, sans être effacée par des mots, était pansée par mon geste. Le soir même, mon père a quitté le château discrètement. Le lendemain, il a envoyé un document à mon notaire, sans un mot d'accompagnement. Le transfert de propriété des anciennes terres viticoles, qui jouxtaient le château, des terres qu'il avait toujours refusé de vendre. C'était son don pour l'école, sa façon tacite de contribuer à ma nouvelle vision. Ce n'était pas un retour à l'ancienne dynamique familiale, mais une reconnaissance de la nouvelle réalité. Mon père avait choisi de s'éloigner, de se reconstruire loin du regard public, mais il avait laissé derrière lui un pont. Je n'ai jamais eu de conversation avec lui où il disait « Je suis désolé, Adèle ». Les mots n'étaient pas nécessaires. Son silence, ses larmes et son don étaient l'aveu de sa culpabilité et le signe d'un changement intérieur. La vengeance, transformée en création, avait provoqué le pardon et la dignité. La réconciliation n'était pas un retour à la complicité, mais le début d'un respect mutuel, enfin mérité. J'avais gagné mon mariage, pas contre mon père, mais pour mon père, en lui montrant le chemin vers un honneur qu'il avait perdu. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour mémorable, au château de Varennes. L'atelier Élise Mercier est aujourd'hui une institution reconnue, formant la prochaine génération de grands chefs et d'artisans culinaires, honorant la tradition lyonnaise avec une touche de modernité. Julien, mon mari, y donne des cours de philosophie sur l'éthique de la cuisine et l'esthétique du goût, un rôle qui a conféré à l'école une dimension unique. Je gère l'école, mon cœur enfin à sa place, dans le mariage parfait de l'art et de l'entreprise. Mon oncle François est notre président d'honneur et vient régulièrement pour des masterclass, un sourire discret sur ses lèvres. J'ai appris que la vraie victoire n'est pas de faire tomber l'autre, mais de construire quelque chose de si beau qu'il éclipse la haine passée. J'ai eu ma vengeance, oui, mais elle est devenue mon héritage. Mon père, Gérard, ne vient jamais aux événements publics de l'école. Il s'est retiré de Tissus Mercier, laissant l'entreprise en difficulté à des gestionnaires externes. Il vit dans la solitude de notre appartement sur la Saône, mais notre relation a subtilement changé. Il vient au château une fois par mois, pas pour me voir, mais pour se promener seul sur les terres viticoles qu'il a cédées. Il observe les étudiants, les mains dans le dos. Un jour, il y a quelques mois, je l'ai trouvé dans la cuisine, parlant avec une jeune apprentie. Il ne parlait pas d'affaires,
Il lui donnait des conseils sur la manière d'assurer la qualité de la soie pour les tabliers de l'école. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, son regard n'était pas empli de jugement, mais d'une tristesse douce et d'un respect non fin. Il n'a pas mentionné le mariage, ni son refus, ni l'école. Mais il m'a dit « Tu as réussi à donner à ces pierres une âme, Adèle. » C'était sa façon à lui de dire qu'il avait vu ma dignité. Il a choisi de ne pas s'excuser pour le passé, mais de s'engager dans le présent en devenant un spectateur silencieux de mon succès. C'est ça, la véritable fin inattendue. La vengeance s'est transformée en respect, la trahison en un pont discret vers un avenir commun. J'ai pu lui pardonner non pas pour lui, mais pour moi. Pour libérer mon cœur de l'amertume. J'ai choisi la création plutôt que la destruction. Et c'est ce choix qui a forcé mon père à changer. La réconciliation est une promenade silencieuse sur les terres que nous partageons maintenant. Un langage de gestes, non de mots. La véritable victoire est d'avoir réussi à prendre ce que la vie m'avait donné. L'argent de mon oncle, le rejet de mon père, l'amour de Julien, et d'en faire un chef-d'œuvre. Je n'ai plus besoin de son approbation. Et étrangement, il n'a plus besoin de la mienne. Nous avons trouvé une forme de paix. Mon père a appris que l'honneur ne s'achète pas avec le nom, mais avec les actes. Maintenant, j'aimerais savoir, si vous aviez le pouvoir de réparer une vieille blessure familiale, choisiriez-vous la vengeance ou la création d'un avenir meilleur? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire de transformation comme celle-ci. Et partagez ce récit avec ceux qui méritent de trouver leur propre chemin vers la paix.